Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Boss, le rendez-vous des patronnes et des patrons. Je suis ravie d'accueillir aujourd'hui Bénédicte Thilloy. Bonjour. Bonjour Charlie. Tu es donc cofondatrice d'Ask for the Moon, une plateforme de connaissances pour les collaborateurs, et aussi de 10h32 que tu qualifies d'une agence un peu tout risque pour les dirigeants. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors au sommaire, on a une première séquence qu'on intitule David contre Goliath, dans laquelle tu seras confronté à une start-up et on parlera de sujets que vous avez en commun. Très bien. On aura une séquence en coulisses dans laquelle on parlera de tes différentes vies de dirigeante et aussi de ton quotidien aujourd'hui d'entrepreneuse. Et pour terminer, on aura la séquence Top Chrono, l'interview Top Chrono, où vraiment là on va faire questions-réponses très rapides. Ok. Donc merci d'avoir encore une fois accepté cette invitation et on passe tout de suite à la séquence David rencontre Goliath. Et donc la start-up qui va te faire face, Bénédicte, c'est donc Supermood, une solution donc qui permet aux RH et aux managers de mesurer et d'améliorer l'engagement de leurs collaborateurs. Et je suis ravie d'accueillir son cofondateur et CEO, Kevin Bourgeois. Bonjour. Bonjour. Alors peut-être, on pourrait dire, tiens... l'intitulé de l'émission, de la séquence plutôt David contre Goliath, on pourrait dire que c'est plutôt toi David ou toi Goliath. Enfin, ça dépend de comment vous êtes, quand tu es habillé. Alors, tu es qui? Alors donc Kevin, je suis cofondateur de Supermood et je suis David. Voilà, David. Alors en fait, je comprends que je suis le Goliath de service, mais finalement dans ma nouvelle vie, je me sens très David et je vois Kevin comme quelqu'un qui est un pionnier, qui a ouvert la route avant moi. Donc c'est amusant finalement de se retrouver dans cette situation de changer de métier, changer de vie et d'inventer une start-up assez tardivement dans sa carrière. Mais de fait, je me sens très David aussi dans ma vie d'aujourd'hui. Et est-ce que d'ailleurs Supermood a déjà travaillé avec la SNCF, qui était donc l'autre vie de Bénédicte? Oui, ça fait 3 ans qu'on travaille avec la SNCF sur 70 000 personnes. Et donc, on leur permet d'écouter le terrain régulièrement. Et alors, c'est quoi un petit peu le mood? Alors, je n'ai pas le droit de partager les résultats, mais en tout cas, en termes de culture, c'est une culture très très forte, très originale, avec des gens hyper engagés dans cette culture et des sujets comme partout, mais beaucoup d'efforts qui sont faits pour améliorer les choses. Alors, tous les deux, vous êtes passionnés un peu de l'engagement, l'engagement collaborateur. C'est quoi, Bénédicte, un salarié heureux? C'est quelqu'un pour moi, un salarié heureux, c'est quelqu'un qui comprend ce qu'il fait, qui a le temps de le faire et qui bosse dans une entreprise dans laquelle il se sent aligné avec les valeurs sans forcément qu'elles soient racontées, mais en tout cas qu'il perçoit au quotidien. C'est important d'ailleurs, qu'il travaille avec des dirigeants qui sont alignés avec le discours et les actes, en fait, dans lesquels il ne perçoit pas des incohérences ou des dysfonctionnements. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'on parle beaucoup de la vie pro et de la vie perso et on fait plein de choses. Ce qui est important, c'est que la culture, elle soit incarnée par tous ceux qui en parlent. Et toute la difficulté, justement, c'est cette incarnation, cette exemplarité. Et quand c'est incarné et exemplaire, c'est parfois difficile à faire, hein, les gens sont plus heureux que dans l'inverse. Tu es d'accord? Oui, tout à fait. C'est quand... la place du travail, c'est pas transactionnel. Ça va un peu au-delà de ça et qu'on peut se réaliser au travail notamment. Et ça, c'est bien dit. C'est-à-dire, je trouve que le monde dans lequel on évolue est devenu extrêmement transactionnel. Il y a des process un peu pour tout. Et d'ailleurs, nous-mêmes, dans notre vie d'aujourd'hui, dans notre vie professionnelle, on produit finalement des process transactionnels. Mais en fait, ce qui fait le plaisir du travail, ce sont les échanges et tout l'inattendu en fait qui s'invite. Et qui fait que d'une rencontre avec quelqu'un va sortir un projet, que ce projet, on y a sa part, qu'on est écouté parce que le projet qu'on défend, il rencontre des objectifs stratégiques de l'entreprise. C'est ça qui fait en fait le plaisir du travail. Se contenter, entre guillemets, d'obéir à des process bien définis, c'est infiniment triste et ça rend les gens malheureux en fait. Avant, tu as
prononcer le mot culture. Peut-être Kevin, quel est le moment peut-être dans la vie d'une entreprise où la culture peut être mise à mal un petit peu? C'est quoi le petit warning, le point d'attention? Alors il y a un discriminant par taille. Quand on est 5, c'est différent quand on est 20, que quand on est 50, etc. Et une image que j'aime bien, c'est à 5, on recrute ses copains, ou des gens qu'on connaît d'une vie d'avant. À 20, on recrute des inconnus. À 100, en tant que patron, on recrute des gens sans les avoir vus. Et à 400, 500, il y a des gens qui partent avant qu'on les ait déjà vus dans sa propre entreprise. Donc ça montre assez les différences. Et puis après, il peut y avoir des événements, des personnes ou des événements de marché qui mettent à mal ou à bien la culture. En fait, la culture, c'est ce qu'on fait sans s'en rendre compte. Ouais. C'est les petites habitudes, les usages. Quand on arrive dans l'entreprise, on en a conscience parce qu'en fait, ça vient éventuellement heurter notre pratique. Mais quand on y est depuis 5 ans, 10 ans, on n'en a plus conscience. Et parfois, la culture est une raison de non-intégration parce qu'en fait, on ne fait pas l'effort de la rendre intelligible pour les gens qui arrivent. Moi, je suis très sensible au fait qu'il n'y ait pas de dissonance en fait, dans la culture. Enfin, on a tous en tête des gens qui ont voulu singer les startups et dont ce n'était pas la culture et qui se sont un peu ridiculisés et qui ont perdu le crédit de leurs collaborateurs parce que ça a été considéré comme du bullshit ou en fait une posture et non pas une réalité. Oui, puis il n'y a pas qu'un type de culture qui marche. Il y en a plein en fonction des gens qu'il y a, de ce qu'on fait. Exactement. Il y a plein de cultures et la culture, on y contribue aussi. Il y a des cultures très techniciennes, il y a des cultures plus pubardes, par exemple. Parfois, c'est pas facile d'ailleurs de faire travailler les uns avec les autres. Il faut décoder. Il y a des cultures de génération, même si je m'inscris en faux, pas quand on cherche à saucissonner les générations, mais de fait, il y a des rêves qui ne sont pas partagés et qui nécessitent parfois de travailler à la parlante pour expliquer en fait les raisons pour lesquelles on s'enthousiasme pour un truc alors que les autres ne voient absolument pas l'intérêt. Et justement, sur les générations, comment on fait cohabiter un peu les différentes générations au sein d'une entreprise? C'est hyper simple, il suffit que chacun se comprenne. Et donc chacun comprenne les leviers, casser beaucoup de clichés. Il y en a un qui m'exaspère, c'est le fait que la jeunesse a inventé le sens au travail. Et en fait, quand on regarde les data, qui est notre boulot, on se rend compte que les seniors placent le sens et l'impact sur la société beaucoup plus haut que les jeunes. Et ça s'explique super simplement, qui est entre en gros 30 et 40 ans, on est dans une accélération de carrière et on veut monter la pyramide. Quand on est à 50, déjà la pyramide est beaucoup plus fermée, on a déjà prouvé, on a un confort, et donc on est en haut de la pyramide de Maslow, donc plus sur le sens et l'impact. Or, de ce qu'on lit dans la presse, on a l'impression que le moteur numéro 1 des jeunes, c'est le sens, et des seniors, en fait, on n'en parle pas parce que tout le monde s'en fiche. Mais se comprendre les uns les autres, les générations, les codes, c'est ça qui permet que tout le monde bosse ensemble. Ça fait très plaisir d'entendre ça, évidemment, parce que je fais plutôt partie des seniors. Et il y a un truc, par exemple, moi, que j'ai du mal à supporter, c'est que l'idée que les seniors, par exemple, seraient là que pour transmettre. Bon, les seniors, ils ont leur part aussi dans les projets, dans l'invention, la créativité, le fait d'inventer des trucs nouveaux, c'est très important aussi. Et le fait de le faire de manière transgénérationnelle, c'est précieux parce que ça ouvre totalement l'espace créatif. C'est-à-dire, quand on additionne finalement les savoirs, les expériences, les connaissances, les codes, on arrive en fait on s'éclate. Enfin, moi, j'ai un associé qui a l'âge de mon fils, qui est le CEO de la boîte d'ailleurs, d'As for the Moon. Je trouve ça mais extraordinaire. C'est-à-dire, je crois qu'on s'apprend mutuellement des choses tous les jours, dans les deux sens. Et je rêve en fait que ce soit un peu partout la même chose parce que on a des cultures d'entreprise qui sont quand même parfois très, à défaut d'être genrées, elles sont moins genrées qu'avant, mais elles sont en tout cas très très univoques en fait. Il y a des boîtes de vieux, des boîtes de jeunes, en fait. Bon, merci beaucoup, Kevin, d'être venu pour cette séquence. Et puis, je vous dis à bientôt. Oui, à bientôt. Merci. Et maintenant, on passe à la séquence en coulisses. Alors, on va commencer cette interview par plutôt votre expérience un peu donc à la SNCF. Bon. Je vais prendre qu'un petit bout quand même, parce que tu as été quand même une vingtaine d'années. Mais notamment, quand tu as pris la direction générale de Transilien, je me demandais, mais c'est quoi le quotidien de la directrice générale du Transilien ?
Alors, la vérité, c'est que on se lève le matin très tôt, on se couche tard, et on ne sait pas le matin, quand on se lève, de quoi le quotidien va être fait. Parce qu'il y a 3 millions de clients tous les jours, 6 000 trains. C'est le quotidien de tous les gens qui vont travailler. Et le trafic est dense, l'exploitation est difficile. Et donc, il y a des risques de problèmes, en fait, à peu près toutes les minutes. Donc, le quotidien, c'est motiver les équipes, bien sûr, travailler sur les projets d'investissement pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Et puis, beaucoup échanger avec les politiques, les organisations syndicales, toutes les parties prenantes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont concernés et intéressés par le transport en Île-de-France. D'ailleurs, le transport est de la responsabilité de la région, donc on a des relations avec la présidente de région et son équipe, les politiques des gares qu'on traverse, que ce soit les maires ou les députés, et les organisations syndicales, les personnels. Et en fait, moi, j'ai eu plaisir à échanger avec tous ces gens-là. Et à l'époque où j'étais dirigeante de Transilien, j'avais ouvert d'ailleurs un compte Twitter pour avoir un échange totalement horizontal avec toutes ces personnes à la fois. Et j'en garde un très très bon souvenir parce que c'est grâce à ça qu'on a fait un certain nombre d'innovations, dont le fait de refaire les horaires de train de la gare Saint-Lazare pour améliorer la ponctualité avec la contribution effective de toutes ces parties prenantes, ce qui s'était jusqu'à présent jamais produit. Et ça a fonctionné, ça a permis d'améliorer la régularité de ces lignes de 10 points, ce qui est considérable. Et c'est comment de manager des cheminots ? C'est des gens qui sont extrêmement fiers de leur travail, extrêmement engagés dans le rapport à la belle ouvrage. Hein, et donc, manager des cheminots, d'abord, c'est manager des métiers différents. Il y a plein de métiers qui contribuent à la fabrication d'un train. Et je crois que c'est comprendre, en fait, ce qu'ils font, vraiment, et rappeler tous les jours, en fait, le sens de ce pourquoi ils travaillent. Et moi, mon travail essentiel, quand j'étais patronne de Transilien, c'était aussi de leur trouver des supporters. Parce que c'est compliqué quand on est responsable de la ponctualité et donc de la non-ponctualité certains jours, de rentrer chez soi et d'entendre parler en mal du travail qu'on a fait, alors qu'on est conscient de toutes les énergies et de tous les efforts qui ont été faits. Et donc, un patron, c'est quelqu'un qui fait applaudir dans les stades. Et j'ai vraiment ressenti à quel point c'était nécessaire, compte tenu des efforts qui étaient réalisés. D'ailleurs, vous avez déclaré dans une interview à Bismart, j'ai toujours mis un point d'honneur à ce que la personne que j'étais soit fière des décisions que je prenais dans mes fonctions. De quoi as-tu été le plus fière, du coup, à la SNCF ? Ce que je racontais tout de suite, là, le fait d'avoir permis de retravailler les horaires qui concernent toute la gare Saint-Lazare avec toutes les parties prenantes. C'est-à-dire, je crois que ça a été un gros sujet de fierté. Dans une vie antérieure à celle-là, j'étais la patronne des contrôleurs de train, qui sont des gens qui ont la caractéristique d'être debout dans les trains toute la journée et d'avoir 80% des questions des voyageurs et souvent 20% des réponses. Et donc, pour moi, le fait de les avoir reliés à leurs collègues, de les avoir connectés, de leur avoir donné pour la première fois des outils dignes de ce nom, c'était il y a 20 ans, hein. Je pense que c'est une fierté. C'est d'ailleurs grâce à ces gens que je viens de citer que j'ai découvert le monde numérique et que j'ai eu un grand plaisir d'ailleurs à en être l'acteur après, c'est-à-dire à comprendre comment ça fonctionnait et à regarder comment on pouvait régler en fait un problème compliqué. C'est que quand on a beaucoup de salariés, quand j'étais directrice de région, j'en avais 12 000 en responsabilité, et qu'on s'occupe de 3 millions de voyageurs, le risque, c'est d'oublier la personne. Et l'intérêt du numérique, c'est qu'en fait, il permet de faire de la personnalisation à très grande échelle. Et pour moi, ça réglait une grande partie des problèmes que j'avais. J'avais plus à choisir entre est-ce que je m'occupe des foules ou est-ce que je m'occupe des gens dans les foules. Je pouvais m'occuper des deux à la fois. Or, c'est important pour que l'exploitation soit au carré
d'être extrêmement pointu vis-à-vis de la gestion des grandes masses de population, et puis dans le même temps de s'occuper de chacun. Et le numérique le permettait. Et donc, j'allais dire merci à tous ces inventeurs, puisque en 2010, quand j'ai pris mes fonctions de patronne de Transilien, on arrivait on avait des smartphones, on commençait à pouvoir exploiter de la data, et on commençait à pouvoir contextualiser l'information et la délivrer à chacune des personnes sans l'enquiquiner avec tout ce qui ne les concernait pas. Et après, donc, tu as fait le choix de quitter ce grand paquebot et d'entrer dans le monde des startups. Mais entre-temps, tu as rejoint School Lab, donc, qui est un studio d'innovation bien connu dans le monde des startups. Cette transition, on va dire, c'était obligatoire, sinon tu allais être complètement perdu. En fait, c'est à la fois le hasard, c'est-à-dire qu'à l'époque, j'étais intéressée par les questions d'éducation. J'avais rencontré François Tadei qui dirigeait ce qu'on appelle aujourd'hui le Learning Planet Institute. Donc les questions d'éducation m'intéressaient. Il y avait School Lab, j'avais l'impression que c'était un lieu dans lequel on allait remettre finalement en question la manière de former. C'était d'ailleurs le cas. J'ai appris mon métier d'entrepreneur. J'ai aussi réappris plein de choses que je ne savais plus, puisque quand on est dirigeant depuis longtemps, on perd, il y a des réflexes qu'on perd, on ne sait plus comment sont faites les choses, on a une relation aux autres qui est quelquefois un peu perturbée par des crans hiérarchiques importants. Et donc toute cette période, ça a été bien mieux qu'un MBA. Je me suis un peu, alors le terme est un peu galvaudé, mais déconstruite. J'ai réappris le numérique from scratch, si je puis dire. J'ai réappris à vraiment, ce que c'était créer, mettre en œuvre son idée, rater, réussir, et tout ce qu'on apprend en design thinking, en lean startup, etc. Et puis j'ai rencontré surtout mon associé d'aujourd'hui, et pour moi c'était important de pouvoir, non plus parler des startups, mais faire la même chose. Et un des amis que j'ai rencontrés à l'époque me disait, c'est comme aller voir un reportage sur le pôle Nord et aller soi-même au pôle Nord, on s'aperçoit qu'il y fait froid. Donc j'ai découvert ça et je suis ravie aujourd'hui d'avoir un peu, dépassé tout ça et de pouvoir être moi-même au quotidien, dans un quotidien d'entrepreneuse, avec ce que ça a comme truc formidable et truc difficile. Une start-up, c'est un chat de Schrödinger, il est toujours mort et vivant à la fois. Si on passe les échéances de cash, l'avenir est devant nous. Et l'avenir, quand on est sur un sujet qui manie l'intelligence artificielle et qu'on voit arriver notamment les large language models qui permettent en fait de mettre en connexion les gens, de leur faire échanger des savoirs et de faire en sorte ensuite que ces savoirs diffusent dans toute l'entreprise en étant attentifs aux questions d'habilitation, de traçabilité, de souveraineté, de confidentialité, c'est extrêmement intéressant. Voilà. Et tu as d'ailleurs parlé de toute cette transition, en tout cas du passage start-up dans un livre, donc La Team, le jour où j'ai quitté mon Connex pour une start-up. Et pourquoi tu as adopté le ton de l'humour, parce que les autres livres sont un peu trop sérieux dans le management? Je me suis d'abord moquée de moi-même, parce que je me suis rendu compte dans les premiers jours où je suis arrivée que tout ce que je savais était parfaitement inutile et qu'il fallait que j'apprenne tout ce qui serait nécessaire à ma survie dans cet univers. Et en fait, j'ai parfois été amenée à... je ne sais pas si c'est faire semblant dans le fake it until you make it, mais en tout cas, je me le suis appliqué à moi-même quand il s'est agi d'utiliser certaines applications ou de m'enregistrer moi-même. Enfin, il y avait plein de choses que je ne savais plus faire parce que d'autres le faisaient pour moi depuis longtemps. Ça, c'était très, très intéressant. Et notamment, après avoir longtemps managé, j'ai été managée, donc ce qui m'a permis d'avoir aussi un regard critique, j'espère constructif et positif, sur qu'est-ce qui fait qu'on s'engage quand on est, cette fois-ci, du point de vue du salarié et du manager. Donc, tu as ensuite, après, créé les deux sociétés que j'ai présentées en début d'émission, donc Ask for the Moon et 10h32. Comment est-ce que tu t'organises ton temps, du coup, entre ces deux entreprises? Alors, là, j'ai un peu mis l'accent sur Ask for the Moon parce que l'actualité, en fait, fait qu'on est en pleine croissance, que le monde industriel
étant un peu en revival depuis le Covid et que notamment dans le monde nucléaire, on a eu besoin de nous. Donc je passe plus de temps aujourd'hui sur As for the Moon. En fait, j'ai appris à répartir mon temps de manière formelle, c'est-à-dire à ne pas me laisser envahir. Ce qui était d'ailleurs un problème que j'ai rencontré quand j'étais à la SNCF, c'était d'être surengagée et de perdre quelquefois l'inspiration ou la créativité tellement parce que j'avais plus de bande passante. Et là, j'ai vraiment mis un point d'honneur à répartir strictement mon temps. Et en fait, je me rends compte que je suis beaucoup plus efficace. Et je me casse moins les pieds avec des mails, des réunions, des machins dont je m'aperçois à la longue, en fait, ils m'ont pris beaucoup d'énergie et de temps. Et sans doute pas au bénéfice des résultats qu'on y a produits. Et c'est pour ça que ça te laisse du temps pour faire de la peinture. J'ai vu que tu publies beaucoup d'aquarelles. Oui, l'aquarelle, ça a toujours été un passe-temps. Et la chance que j'ai eue, c'est une de mes collègues de la SNCF qui m'a demandé un jour dans un atelier, je crois que c'était sur les valeurs, de dessiner l'audace. Ça m'avait un peu mis... je m'étais demandé bien comment j'allais faire ça. Bref, j'ai fait un premier dessin. Et je sais pas, ça m'a donné envie d'associer l'aquarelle et le travail, ce qui est, pas forcément naturel. Hein. Et je me suis mise à dessiner les séquences de travail du monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire mon futur à moi, mon futur du travail, puis le futur de travail de tout le monde. Et je les ai postés sur les réseaux sociaux. Et j'ai été encouragée par... les gens qui m'ont renvoyé en fait des commentaires à telle enseigne que ça a buzzé. Et c'est vrai que l'art c'est quelque chose d'infiniment personnel, mais quand on a le plaisir en fait d'avoir en retour des choses positives qui nous sont dites, on a envie de continuer. Et c'est comme ça que je continue. Et là, dans ma semaine, j'ai gardé une demi-journée. Alors, j'arrive pas toutes les semaines à la conserver, mais pour retourner aux Beaux-Arts parce que c'est extrêmement agréable. Et mine de rien, faire travailler ensemble la main et la tête, c'est extrêmement précieux. Les neuroscientifiques expliqueront que c'est parce que la main... il y a un très joli livre là-dessus, je cherche le nom, L'éloge du carburateur, d'un prof de Harvard qui s'est mis à réparer des motos et qui explique en fait que le travail de la main sur des temps courts, en fait, permet au cerveau d'apprendre plus vite. Et c'est très précieux. Et je le constate en fait en dessinant. C'est-à-dire que on réfléchit à la façon de dessiner mieux et du coup, ça entraîne la machine à penser. Donc c'est bien. Et en plus de poster ces aquarelles sur les réseaux sociaux, tu comme beaucoup de gens, tu dis ce que tu penses. Et j'ai vu que tu as parlé récemment, alors il y avait une opposition entre l'engagement et l'addiction au travail, je trouve intéressant. C'est ne demandez pas à vos salariés de s'engager que si vous leur laissez la liberté de s'ouvrir à tout ce qui peut les inspirer. On peut résumer comme ça ton style de management aujourd'hui ? En fait, je pense que tu l'as dit tout à l'heure, la personne qu'on est ne doit pas être abandonnée au bénéfice de la fonction qu'on exerce. C'est extrêmement important. Et donc, pour être la personne qu'on est, il faut qu'on soit toutes les personnes qu'on est à la fois. On n'est pas qu'un salarié ou qu'un dirigeant ou qu'un entrepreneur. On est aussi parent. On peut être aidant si on s'occupe éventuellement de ses parents. On peut être militant associatif. Et toutes ces personnes, en fait, toutes ces fonctions qu'on exerce, elles définissent qui on est. Et il faut qu'au travail, on soit reconnu dans toutes ces personnes qu'on est et qu'on ait le temps, en fait, de les exercer. Et c'est à ce prix-là, en fait, qu'on peut s'engager. Sinon, finalement, au bout d'un moment, on est happé et on n'est plus utile, mais utilisé. Et en fait, pour moi, l'engagement, ça doit rester complètement de la liberté. C'est-à-dire, il y a du consentement dans l'engagement. Sinon, c'est pas du consentement, c'est de l'asservissement ou de l'addiction. Et maintenant, manager des salariés, des collaborateurs en start-up, est-ce que c'est différent du coup de manager des cheminots ? Oui, c'est très différent. Et d'ailleurs, j'ai pas l'impression de réellement manager. J'ai l'impression aujourd'hui de travailler au milieu d'eux, d'entendre tout ce qui se passe. Et moi, mon rôle, indépendamment de développer l'activité, c'est aussi de m'assurer que
l'entreprise, elle grandit en faisant grandir les autres. C'est-à-dire que mon rêve, c'est que les premiers salariés de l'entreprise puissent être les futurs patrons de l'entreprise quand elle aura grandi. Je trouve infiniment triste qu'une jeune entreprise soit obligée de faire venir des gens de l'extérieur pour réapprendre à adresser des nouveaux sujets. Je trouve que c'est bien quand on est capable en fait, de repérer dans la boîte les gens qui ils sont encore jeunes et ils ont encore de la fraîcheur, mais on décèle en fait des capacités à grandir. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir le faire. En plus, je le fais de manière, j'allais dire, totalement avec passion et en même temps dépassionnée, parce que j'ai plus d'enjeu autrement que de faire grandir cette boîte et de leur permettre à chacun de grandir. Et je trouve que c'est assez gratifiant, en fait. Eh bien, merci, c'est la fin de cette séquence en coulisses. Et maintenant, on passe à la séquence interview top chrono. Donc maintenant, une série de questions-réponses assez courtes. Première question, quel était ton dernier trajet en train ? C'est récent, c'était la semaine dernière. Je suis allée à Biarritz pour une conférence. La dernière peinture que tu as faite ? J'ai dessiné un jeune homme qui danse avec ce qui est une IA, une intelligence artificielle. Et c'est au service d'un post que j'ai fait sur LinkedIn pour montrer qu'en fait, danser avec l'IA, ce qui va être notre quotidien, c'est garder la maîtrise de ce que l'on veut et pas se laisser marcher sur les pieds. Est-ce que tu peux me citer une entrepreneuse ou une dirigeante française que tu apprécies ? Catherine Barba. Oui, qui maintenant a une école de freelance. Exactement, Envie. Si tu devais écrire un autre livre, quel sera le thème, le sujet ? En fait, je suis travaillée entre l'idée de faire un roman et j'ai aussi, comme on est en ce moment en train de lever des fonds, j'aimerais bien faire un peu la suite de mon premier livre sur un mode humoristique sur toutes les questions que j'ai pu entendre à une dirigeante de plus de 60 ans posées par des jeunes analystes dans les fonds d'investissement. Quel est le conseil que tu donnes le plus aux dirigeants ? Peut-être il y en a peut-être plusieurs. Ouais, peut-être il y a plusieurs conseils, mais en fait, c'est à la fin de la journée, d'essayer de réfléchir à ce qu'ils ont réglé d'essentiel. Parce on a l'impression de courir toujours. Et se dire qu'on a été utile à régler l'essentiel, c'est très gratifiant pour un dirigeant. Sinon, il a l'impression que son temps s'est épuisé. Allez, tu as le droit de répondre joker à celle-ci. Je pense qu'elle va être dure. Mais est-ce que tu préfères travailler dans un grand groupe ou dans une start-up ? En fait, j'aime passer d'un monde à l'autre. Je pense que ça me caractérise. J'aime apprendre en plongeant et en apprenant à nager en même temps. Et donc, peu importe finalement que ce soit grand ou petit, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre des nouveaux codes, des nouvelles manières finalement de savoir respirer et nager. Merci beaucoup Bénédicte d'être venue dans cette émission. Merci Charlie. Et merci à vous d'avoir encore regardé toutes ces séquences et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci, au revoir.